Adoption de la marque pays du Bénin. Notre pays dispose non seulement de multiples atouts économiques, touristiques, artistiques, culturels, naturels, sportifs, numériques et éducatifs, mais aussi d'un potentiel remarquable qu'il convient de valoriser dans le cadre de la dynamique de sa promotion touristique en cours. Aussi, le gouvernement a-t-il convenu d'instituer une marque pays. Les études et consultations menées ont permis de retenir la promesse de la marque « Un monde de splendeur ». En effet, dans un environnement mondial concurrentiel, la mise en place d'une telle marque permet de se différencier des autres nations en adoptant une stratégie de promotion distinctive. La présente initiative a donc pour objectif de renforcer l'attractivité du Bénin et de le promouvoir comme destination touristique de premier plan, aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. Elle vise notamment à faire de la marque pays une plateforme de promotion des attractions touristiques du Bénin, attirant de ce fait un flux accru de visiteurs internationaux. Créer une identité visuelle forte et promouvoir les valeurs et les richesses du Bénin en contribuant à renforcer le sentiment d'appartenance des citoyens béninois envers leur pays. Contribuer à attirer les professionnels qualifiés et les talents internationaux en projetant une image attractive du Bénin pour accroître la compétitivité du pays sur le marché mondial. Renforcer, à travers une marque pays forte et bien positionnée, la confiance des investisseurs envers le Bénin, tout en mettant en avant les opportunités commerciales et les secteurs d'excellence du pays, favorisant ainsi les investissements étrangers et les exportations. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, en lien avec le ministre de l'Économie et des Finances, prendra les mesures nécessaires à la vulgarisation du logotype ainsi que la marque du pays. Approbation des modalités de réalisation et d'exploitation du projet de construction du complexe immobilier Kangezo. Le projet du complexe immobilier de Kangezo prévoit la construction de 460 logements sous forme d'appartements de type F4 de standing varié. Il s'agit notamment de 208 appartements de type A avec une superficie habitable de 83 m² 98, 156 appartements de type B avec une superficie de 178 m² 21, 84 appartements de type C avec une superficie de 231 m² 68, 12 appartements de type D avec une superficie de 323 m² 64, le tout doté d'un centre commercial, des aires de jeux et piscines, ainsi que d'espaces verts. Pour favoriser sa mise en œuvre dans de brefs délais, les diligences menées ont déjà permis de sélectionner diverses entreprises pour les missions de maîtrise d'œuvre complète, de contrôle technique, d'études d'impact environnemental et social, y compris le contrôle et le suivi. En vue de la réalisation des travaux proprement dits, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec une société spécialisée, puis instruit les ministres concernés de veiller à leur bonne exécution. La plénière, après en avoir délibéré, proclame. Article 1er. Au plan national, les résultats provisoires des élections du 9 juin 2024 des représentants des professionnels des médias devant saisir à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication pour la 7e mandature sont arrêtés ainsi qu'ils suivent. Pour la catégorie presse écrite, nombre d'inscriptions 451, nombre de votants 427, taux de participation 94,68, bulletin nul 5, suffrage valablement exprimé 422. Pour la catégorie audiovisuel, nombre d'inscrits 556, nombre de votants 526, taux de participation 92,93%, bulletin nul 0,6, suffrage valablement exprimé 520. Pour la catégorie des techniciens des télécommunications, nombre d'inscrits 242, nombre de votants 234, taux de participation 87,6, bulletin nul 1, suffrage valablement exprimé 233.
Les suffrages exprimés. Le pourcentage obtenu et le rang occupé par catégorie et par candidat se présente comme suit. Catégorie presse écrite. Tibozo Basile. Suffrage exprimé. 207. Pourcentage 49,05. Rang premier. Potiemé Comlan Franck Simplice. Suffrage exprimé 204. Pourcentage 48,34. Rang deuxième. Ogoubi Brice. Suffrage exprimé 11. Pourcentage 2,61. Rang troisième. Catégorie audiovisuelle. Oussou Godonou Armand. Suffrage exprimé 411. Pourcentage 79,04. Rang premier. Latundi Zakiat Oladjobi. Suffrage exprimé 90. Pourcentage 17,31. Rang deuxième. Kendi Sedeton Moulero Marius. Suffrage exprimé 19. Pourcentage 3,65. Rang troisième. Catégorie des techniciens de télécommunications. Bergonoude Astéris Lionel Todier. Suffrage exprimé 120. Pourcentage 51,50. Rang premier. Akroyon Bakpo Server. Suffrage exprimé 22. Rang et pourcentage 9,44. Rang quatrième. Bonou Georges Sénan. Suffrage exprimé 8. Pourcentage 3,43. Rang sixième. Semassa Adjimon Guy Modeste. Suffrage exprimé 37. Pourcentage 15,88. Rang deuxième. Sanda Shakirou Din. Suffrage exprimé 27. Pourcentage 11,59. Rang troisième. Bonou Bernard Marie Christophe. Suffrage exprimé 16. Pourcentage 6,87. Rang cinquième. Govet Séverin Télésphore. Suffrage exprimé 3. Pourcentage 1,29. Et rang septième. Article 2. Sont déclarés provisoirement élus les candidats dont les noms sûrs. Pour la catégorie presse écrite, Tibozo Basile. Pour la catégorie audiovisuelle, Oussou Godonou Armand. Pour la catégorie des techniciens des télécommunications, Bergonoude Astéris Lionel Todier. Nous avons le lycée technique agricole. Surtout que ce lycée technique agricole va accueillir 800 apprenants. C'est ça la capacité. Aussi bien les enfants de Kobli, de Materi, Tangueta, Boukoumé et même le Togo. Et ailleurs, il y a de la place pour tous ces enfants. Et ce lycée sera doté d'un internat de 300 places, dont 100 places pour les filles et 200 places pour les garçons. Le financement est assuré. Il y a une grande partie financée par les Allemands, un budget de près de 7 milliards de nos francs CFA. La zone industrielle de Grodjigui, 12 usines sont déjà opérationnelles, 10 000 emplois créés. En 2026, 40 000 emplois créés et dans 10 ans, 300 000 emplois créés. Il n'y a pas d'enfants du Nord à Grodjigui. Faux, archi faux. Parce que à l'étape de Boukoumé, il y a une maman qui a visité Grodjigui. Elle a témoigné avoir été accueillie par une fille qui est de Boukoumé. Et la fille là était dans l'équipe chargée de leur faire visiter la zone industrielle. Tous les enfants du Bénin sont là-bas. Il faut être sûr de l'information avant de la véhiculer. Cette année, 24,5 milliards qui sont utilisés pour subventionner les engrais. Parce que l'engrais que vous voulez, c'est de l'engrais de qualité. Vous voulez le NPK, vous voulez l'urée. Le NPK est à 29 000 sur le marché mondial. C'est-à-dire à 17 000, vous dites que c'est cher. Mais l'engrais n'a pas été acheté à 17 000 chez le fabricant. Il faut apporter une subvention. L'urée est à 19 500 sur le marché mondial. On subventionne et on l'a amené à 15 000.
Associer le commerce et le football pour promouvoir le développement économique et social, tel est l'objectif visé par la FIFA et l'OMC qui ont noué dans ce sens un partenariat à travers la signature d'un protocole d'accord qui date de septembre 2022. Au cours des assises de Cotonou, les participants ont discuté des résultats de l'étude de base, une étape clé du partenariat essentielle pour définir les meilleures tactiques à mettre en œuvre à court, moyen et long terme. Il s'agit d'un partenariat qui se concentre surtout sur la création d'opportunités pour renforcer la participation dans les chaînes de valeur mondiale de l'industrie textile des pays africains ayant le coton comme source de revenus cruciale, notamment appelés les pays du C4+, à savoir le Bénin, le Burkina, le Tchad et le Mali, ainsi que la Côte d'Ivoire. Rappelant que le mémorandum OMC-FIFA signé le 27 septembre 2022 à Genève a jeté les bases du partenariat pour le coton, Shadia Alimatou Assouma, ministre de l'Industrie et du Commerce, fait savoir que le premier mérite de ce partenariat est de donner de l'espérance aux pays du C4+. Le mérite du partenariat pour le coton est d'abord et avant tout de redonner l'espérance aux pays des pays du C4+. Le second mérite du partenariat pour le coton réside dans son évolution vers un partenariat multipartite. La FIFA souhaite montrer l'exemple parce qu'elle croit en ce projet. Et cela se matérialisera par la production de vêtements pour les programmes de développement de la FIFA. Pour la Coupe du Monde 2026, l'industrie béninoise sera à l'honneur avec sa permanence en matière de confection de tenues 100% béninois. Le Bénin constitue un acteur potentiel dans le projet de la FIFA. Cette visite nous a permis d'apprécier le niveau d'engagement des autorités béninoises dans cette vision et nous sommes vraiment disposés à travailler avec le gouvernement du Bénin mais aussi avec les autres pays du C4 pour voir comment nous pouvons soutenir ces efforts. Je souhaite au nom de l'ONUDI applaudir son Excellence le Président de la République pour sa vision et aussi applaudir tout le personnel très compétent qu'il a rassemblé pour mener ces projets. Nous avons déjà fait des essais avec la FIFA en confectionnant des maillots dans le cadre de ce partenariat, des maillots qui ont satisfait aux exigences de la FIFA. Donc je peux vous rassurer que nous avons aujourd'hui une main-d'œuvre qualifiée et capable. Le gouvernement du Malawi a annoncé mercredi que le vice-président Saulos Chilima recevra des funérailles nationales après son décès dans un accident d'avion qui a également coûté la vie à 8 autres personnes. Le président Lazarus Chakwera avait déjà proclamé mardi 21 jours de deuil national après la découverte de l'épave du petit avion militaire transportant M. Chilima et la délégation qui l'accompagnait. Pendant cette période de deuil, les drapeaux seront mis en berne dans tout le pays. Les dépouilles des victimes ont été rapatriées à Lilongwe par hélicoptère en présence du président Chakwera et de Marie, la veuve de Chilima, ainsi que d'autres officiels et personnes en deuil à l'aéroport. Cette histoire est vraiment triste, surtout pour la nation, sachant que le docteur Chilima a énormément contribué à faire prospérer le Malawi. En tant que vice-président, il a aidé de nombreuses personnes, y compris le gouvernement actuel. Je suis convaincu que sans l'intervention de Chilima, nous aurions peut-être dû faire face à une autre élection. Arrêté en 2022 lors d'une enquête sur un scandale de corruption, Saulos Chilima a été blanchi par la justice, ce qui lui avait permis de reprendre ses fonctions en mai dernier. Le président du Malawi a formé un comité ministériel pour superviser les préparatifs des funérailles nationales de Chilima, sans toutefois annoncer de date. Deux semaines après les élections législatives à Madagascar le 29 mai dernier, la Commission électorale nationale et indépendante a rendu publics les résultats provisoires. Les résultats publiés ont révélé qu'aucun parti n'a encore obtenu la majorité absolue à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire 82 sur les 163 sièges prévus. Les candidats issus du parti présidentiel n'ont obtenu jusque-là que 80 sièges, les indépendants 52, l'opposition 25 et quelques petits partis se partagent les sièges restants. Les alliances avec les candidats vainqueurs qui se sont présentés sous la bannière indépendant seront déterminantes.
La Haute Cour constitutionnelle a désormais 16 jours pour proclamer les résultats définitifs. Ces élections ont été marquées par une vague de contestation, les candidats du parti au pouvoir et l'opposition s'accusant mutuellement de fraude. Tournant politique en Afrique du Sud, l'IFP annonce sa participation au gouvernement d'unité nationale. Vélène Kossigny-Labissa, leader de l'IFP, soit le parti de la liberté Inkatha, a déclaré mercredi que son clan rejoindra le gouvernement d'unité proposé, une étape cruciale vers la résolution de l'impasse politique qui secoue l'Afrique du Sud depuis les élections du 29 mai. Cette décision survient après que l'ANC ait perdu sa majorité parlementaire lors des élections, laissant le pays dans une situation politique incertaine. L'IFP rejoint ainsi l'ANC et l'Alliance démocratique. Cependant, certains partis comme les Economic Freedom Fighters de Julius Malema et le MK de Jacob Zuma ont refusé de participer à cette coalition, ajoutant des défis à la formation d'un gouvernement. Le nouveau gouvernement haïtien a été officiellement nommé mercredi suite à la prise de fonction du Premier ministre intérimaire Gary Conille. L'équipe de 14 ministres aura pour mission de tenter de rétablir la sécurité et la stabilité dans ce pays assiégé par les gangs. Le Premier ministre Gary Conille exercera également la fonction de ministre de l'Intérieur. Nommé il y a 2 semaines, Conille avait déjà été Premier ministre pendant une courte période en 2011-2012. Dans son discours, il a réitéré la nécessité de renforcer la sécurité dans le pays, qui est en proie à la guerre des gangs. Mes chers compatriotes, Haïti est confronté à des défis majeurs. Les violences et l'insécurité paralysent notre quotidien. Les crises humanitaires exacerbent les souffrances de nos compatriotes les plus vulnérables. Haïti attend toujours l'arrivée d'un premier contingent d'une force multinationale menée par le Kenya. Cette mission soutenue par l'ONU et dans laquelle les États-Unis sont très impliqués sur le plan logistique doit épauler la police haïtienne dans la lutte contre les gangs qui terrorisent la population. La sécurité était renforcée dans le sud de l'Italie mercredi matin en prévision de l'arrivée du président américain Joe Biden pour le sommet annuel des dirigeants du G7. Ce sommet de 3 jours débutera jeudi dans les Pouilles en Italie, où les dirigeants de 7 pays démocratiques riches devraient aborder des sujets tels que les conflits Russie-Ukraine, Israël-Hamas, la transition énergétique, l'intelligence artificielle, les migrations ou encore la coopération avec l'Afrique. Biden et ses homologues du Canada, de Grande-Bretagne, de France, d'Allemagne, d'Italie et du Japon se réunissent chaque année pour travailler ensemble sur des projets communs. L'issue la plus inattendue du sommet pourrait être une décision sur l'utilisation des avoirs russes gelés pour soutenir l'Ukraine. Le mois dernier, les ministres des Finances du G7 ont indiqué qu'ils s'approchaient d'un accord sur une proposition américaine visant à débloquer davantage de fonds pour l'Ukraine à partir des avoirs russes gelés dans leur pays. Le 8 mai dernier, la flamme olympique était accueillie à Marseille par 230 000 personnes pour le coup d'envoi des Jeux olympiques en France. L'effervescence gagne petit à petit Paris pour ce 100e anniversaire de la dernière édition des Jeux dans la capitale. Le président du comité international olympique, Thomas Bach, promet des Jeux inclusifs, responsables et durables. Paris n'est pas seulement sur la bonne voie pour offrir les premiers Jeux olympiques de l'histoire, alignés sur notre agenda olympique et nos réformes. Mais Paris est prête. Elle est prête. Il a également noté que cette attente est ressentie à l'échelle mondiale dans un contexte marqué par des conflits et des tensions géopolitiques, ce qui rend les JO d'autant plus significatifs en tant qu'événement unificateur et porteur d'espoir. Le président du comité international olympique, Thomas Bach, a indiqué que l'équipe des réfugiés lancée en 2016 sera à nouveau présente à Paris. L'enthousiasme espéré avant l'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, le 26 juillet prochain, a tout de même été douché par l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale et la tenue de législatives à couteau tiré. Des violations des codes seraient à l'origine de l'incendie qui s'est déclaré ce mercredi dans un immeuble d'habitation dans le district de Mangaf, dans le sud du Koweït, selon les autorités.
Au moins 200 travailleurs étrangers vivaient dans ce bâtiment. Le bilan encore provisoire fait état d'au moins 41 morts et de nombreux blessés. Des victimes dont les nationalités n'ont pas encore été révélées. Nous sommes toujours en train de confirmer le nombre de morts. Nous avons des dizaines de victimes, malheureusement plus de 40. Il y a des blessés qui ont été transportés à l'hôpital, mais qui sont en soins intensifs. Nous ne pouvons pas actuellement donner un nombre jusqu'à ce que nous ayons le rapport final et que nous le transmettions à l'unité d'enquête et au département judiciaire. En 2022, un incendie dans une raffinerie de pétrole dans le pays avait fait 4 morts. Redonner le sourire aux enfants de la bande de Gaza dans un contexte de guerre, c'est le pari que s'est fixé Gaza Free Circus Center. Le temps d'une représentation, le cirque aide ses enfants à oublier les bombardements et les crépitements des armes qui dominent leur quotidien. Nous visons par les événements et les activités que nous proposons à la lumière de la situation que nous vivons dans la bande de Gaza, à soulager les enfants et à traiter le syndrome de stress post-traumatique, à les sortir de l'atmosphère actuelle et à leur donner de la joie et un sourire sur leur visage, même s'il est petit, à la lumière de la douleur des bombardements et des destructions dans lesquelles nous vivons. Les spectacles attirent des dizaines d'enfants palestiniens et ils plaident pour la pérennisation de l'initiative quand les belligérants auront décidé enfin d'enterrer la hache de guerre. Nous étions dans notre tente et avons entendu des chansons. Nous sommes venus et avons découvert qu'il y avait des jeux et des clowns. J'ai amené mes frères et sœurs et nous nous sommes bien amusés. Nous espérons que ces spectacles se reproduiront après les événements malheureux que nous avons vécus pendant la guerre. Ces chants et pas de danse dessinent des sourires sur les visages de ces enfants, victimes innocentes d'un conflit qui dure depuis déjà 8 mois. À travers cette activité, nous voulons transmettre une image de paix aux enfants et les soulager des pressions qu'ils ont subies lors de leur déplacement dans la bande de Gaza. Nous voulons faire oublier aux enfants les formes de destruction et le sang versé dans la bande de Gaza par le biais de jeux. Le Gaza Free Circus Center a été créé en 2018 et organisait déjà des représentations hebdomadaires. Il formait aussi des enfants palestiniens à l'art du cirque.